The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour la première interview de la saison 2 du podcast. Je suis en compagnie de Mathieu Despnous. Salut Mathieu. Salut Paul Gara, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va bien, je reviens de vacances moi, donc... moi aussi en fait. Voilà, donc c'est bien, oui, on est fin août, on enregistre un peu en avance. Et je disais que c'est une interview un peu particulière parce que nous sommes en présentiel et on est même chez Cocktail Games, Oui. qui est la société d'édition que tu gères. C'est ça. Mais Cocktail Games, c'est le nom, c'est la marque ou c'est le nom Alors Cocktail Games, c'est la marque commerciale et le nom de la société, c'est Interlude, qui était à l'origine une société qui faisait de l'animation de séminaires d'entreprise et qui s'est diversifiée dans le jeu de société il y a une quinzaine ou vingtaine d'années. Oui, donc en fait ça tu l'avais expliqué dans d'autres interviews peu l'historique, comment ton activité professionnelle d'avant le jeu de société qui était dans l'immobilier, en fait tu faisais ça, t'achetais des terrains sur lesquels on construisait des hôtels. Voilà. Le petit côté Monopoly là. C'est ça, et puis après j'aimais bien les jeux de société, je faisais des jeux de murder party, je me suis fait virer. J'ai créé mon entreprise qui faisait au départ de l'animation de séminaires d'entreprise autour du jeu et qui s'est diversifiée avec le premier jeu que j'ai co-créé, qui s'appelle Contrario, et que j'ai fait avec deux amis, Roberto Fraga et Odé Lemaire, et qui existe toujours aujourd'hui. Et l'activité destinée aux entreprises, d'animation, vous l'avez encore ou plus? Alors non, on l'a plus du tout parce qu'à un moment donné, on n'avait plus envie. Alors ça fonctionnait toujours assez bien. Voilà, c'était assez original. C'était on faisait du divertissement pour des responsables d'entreprise. C'est genre chasse au trésor ou il y avait quelque chose qui s'appelait le Ludo Tour, qui était un parcours de découverte sur des grands jeux en bois, des curling de 6 mètres, des Mikado de 2 mètres, et le Ludo Trophy qui était un challenge en équipe. Il y avait quelque chose qui s'appelait le Brain Challenge, qui était une simultanée en échecs, et puis des activités extérieures aussi. Mais je me demande si on n'avait pas avec le travail fait une sorte de parcours, et je me demande si c'était pas à vous, c'était dans le parc des jardins du Luxembourg. C'est possible ça ou pas? Ou je rêve? Luxembourg peut-être pas, on a fait ça dans le bois de Boulogne. Ouais. Mais Luxembourg, je suis pas sûr. D'accord, parce que je m'étais posé la question de savoir si c'était pas cette société-là qui le faisait. Alors on était assez précurseurs en la matière puisqu'il y avait que des structures associatives. Festigeux, qui est une association à Grenoble, qui faisait un peu de prestations en fait, plutôt pour des associations. Et on a été beaucoup copiés. D'accord. Voilà. Et à un moment jamais égalé. Jamais égalé. Voilà. Puis je vendais pas des jeux au kilo, je vendais une prestation globale. Je faisais bosser à l'époque des étudiants en école d'architecture parce que je trouvais qu'ils avaient le niveau de fantaisie suffisant et ils étaient moins prétentieux que les étudiants en école de commerce. Donc ça m'allait assez bien. Voilà. Et donc le glissement se fait, donc tu le dis, c'est 2003 le premier jeu de Cocktail Games ? Je crois que Contrario, c'est 2001. 2001 ? Ouais, 2001. Donc Contrario, avec mes amis Odé et Roberto, on présentait des jeux à différents éditeurs puisqu'on travaillait ensemble. À l'époque, je pensais que j'étais un auteur de jeu, ce que je suis absolument pas. Et l'idée de Contrario est venue, qui était un jeu de plateau au départ. Et puis, moi, j'avais besoin pour mes séminaires d'entreprise d'avoir un produit qui change un peu de ce qu'on pouvait offrir comme lot. Et donc j'ai édité Contrario, qui était une fabrication 100% française, boîte métal, cartes. Les cartes étaient faites en Belgique. Et j'avais même créé un produit qui s'appelait la soirée Contrario. Donc là, c'était formidable pour l'ego parce que je vendais de la prestation de service et faisais la promotion en fait d'un jeu qui venait juste d'arriver dans le commerce. Donc c'était juste parfait. Ok. Voilà. Après, il y a eu beaucoup de jeux qu'on connaît. Enfin, on va pas revenir sur tous les jeux que vous avez sortis, mais il y a Sushigo, il y a Anabi, donc l'Anabi qui obtient le Spiel. Oui, alors Anabi, c'était un jeu édité par les 12 singes, sur lequel on est toujours en coédition, mais ils nous ont donné la main sur ce jeu, donc ça a gagné le Spiel. Mais on n'a pas gagné le Spiel directement, on a gagné le Spiel au travers d'Abacus, donc c'est... L'éditeur allemand. Ouais, l'éditeur allemand, et moi j'étais à la cérémonie du Spiel, mais un peu en anonyme, j'ai trouvé ça dur. Ouais. Voilà. Oui, c'est eux qui sont montés sur scène. Et c'est eux qui sont montés sur scène, voilà, c'est juste une histoire d'ego. Et vous pouvez quand même mettre le logo sur les boîtes. Alors le logo sur les boîtes... On sait que il y a toutes des règles, en fait, on peut pas mettre le logo comme ça sur les boîtes. Alors les règles sont extrêmement claires, c'est-à-dire qu'il faut que la version qui a été nommé pour le Spiel, ça soit la même, c'est-à-dire que ça soit le même design, etc. Donc on l'a jamais mis en France, mais on l'a pas mis non plus le logo nomination sur Top 10 parce qu'en France on a déjà notre clientèle captive et ça nous fait pas vendre des jeux en plus. Par contre, en Allemagne, il y a le logo Spiel sur Spiel 2013, donc ça fait déjà quand même 11 ans.
qui est sur les boîtes d'Anabi, et il y a le logo nommé qui est sur les boîtes de Top Ten. Top Ten, c'est un jeu qui marche très bien en Allemagne. C'est un jeu qui se vend à 60 000 exemplaires par an en Allemagne, ce qui est énorme. Top Ten, qui est un autre jeu que vous avez fait, qui a été dans la sélection du Spiel dans la sélection de l'As d'Or. Ouais, et on a l'impression que les Allemands sont assez puceaux en matière de party game. Et je me rappelle avoir eu un journaliste du Spiegel qui m'avait dit, mais comment vous faites des jeux où on peut être nombreux et s'amuser, en fait, c'est ce qui est fou comme question. Et on voit bien l'évolution du prix, où il y a systématiquement, en fait, au moins dans la nomination, enfin un vrai party game qui est nommé par le jury du Spiel. Donc Anabi, c'était 2013. Ouais. Aujourd'hui, le jeu est toujours commercialisé. Le jeu fonctionne toujours bien dans pas mal de pays, ça marche assez. Il y a eu des éditions un peu de luxe. Alors moi je suis pas un geek. Alors c'est-à-dire que j'ai pas vraiment bien exploité commercialement ce Spiel. Donc j'ai mis énormément de temps à sortir une version luxe, etc. Là, on a complètement revu la version allemande du jeu parce qu'on a changé de distributeur et on a intégré des variantes qui étaient déjà dans d'autres éditions. Et le jeu, c'est ce que j'appelle une bonne gagneuse. C'est-à-dire qu'on fait pas grand-chose. Mais ça se vend toujours. Voilà, ça se vend toujours. On a revu les graphistes. C'est aussi Laura qui a fait les graphistes. Laura Michaud, qui est graphiste chez vous, illustratrice. Je suis même pas sûr qu'elle ait signé ça, mais je pense que ça a aussi contribué au fait que le jeu fonctionne toujours bien. Et voilà, et c'est un classique, c'est un petit classique, mais voilà, Anabi, ça fait partie. Voilà, c'est une référence en matière de jeux coopératifs aujourd'hui. Et à communication limitée, puisqu'on effectivement. Oui, c'est ça. Et sans effet leader aussi. Qui sont des jeux qui se sont beaucoup développés récemment. Enfin, il y en a eu beaucoup. On pense bien sûr à The Mind, mais qui sont un peu dans la foulée, des jeux très simples en fait, avec très peu de règles et qui fonctionnent beaucoup par les interactions entre les joueurs et joueuses. Oui, bien sûr. Mais en fait, à la base, le jeu s'appelait Anabi et Ikebana. Et Ikebana était le jeu que Antoine préférait. Et finalement, Ikebana est parti, et Anabi est resté, et Anabi est devenu un classique. C'est le premier jeu édité d'Antoine Boza, voilà, mais qui a depuis fait une belle carrière. Oui, on peut dire ça, je pense. Ouais. Et c'est à peu près combien de ventes à peu près par an, Anabi ? En France, je dirais, je sais plus, 30 ou 40 000. Ouais. Et puis à l'export, c'est peut-être aussi à peu près la même chose en fait au total. Voilà. C'est ce qu'on appelle un long seller parce que c'est un long seller. Ouais. Voilà. C'est un long seller et voilà. Et si on s'y prend pas comme des ânes, on devrait normalement conserver la licence un certain temps en fait. Il est très sympathique d'ailleurs parce qu'il n'a pas cherché à récupérer son jeu quand il a créé sa nouvelle boîte d'édition, ce qu'il aurait pu faire. Oui, mais j'ai l'impression que c'est pour l'avoir un peu discuté avec lui, c'était pas l'objectif. Lui, pas du tout. Ils sont plus dans le développement de nouveaux jeux. Oui. C'est ce que Thomas Pro, il avait expliqué un peu la genèse de la création de Playpunk et à la base c'était pour éditer Régicide qui n'ont pas pu faire. Là on va pas revenir, il y a eu aussi Happy City qui a été aussi dans la sélection de l'As d'Or, il y a eu Imagine. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de jeux. On va s'intéresser plus à l'idée c'était de parler plus de jeux récents comme Top 10. Oui. Donc si on reprend chronologiquement dans les jeux récents qui ont énormément fonctionné. Oui, c'est vrai. Donc on l'a dit, Top 10 c'est sélection As d'Or, sélection du Spiel, qui est un jeu d'estimation. En fait, c'est un party game dans lequel on va estimer les réponses des autres sur une échelle. Qui a très bien fonctionné. Alors il y a le jeu je sais pas si tu avais joué au jeu de Wolfgang Warsch qui fonctionne un peu, qui s'appelle Longueur d'onde, je vais le dire pour que tout le monde rigole de mon accent. Wavelength, oui, tout à fait. qui était la version compliquée, et Top 10 est la version épurée de Wavelength, même si c'est deux idées qui viennent en même temps de deux auteurs différents, peut-être inspirés probablement par The Mind en fait, l'un comme l'autre en fait. Aurélien Picolet dit clairement qu'il a joué à The Mind et que ça lui a donné l'idée de faire Top 10. Et voilà. Et c'est lui qui vient vous voir avec le jeu ? Alors, non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe de temps en temps, on a de la chance. J'étais à un festival de jeux à Saint-Herblain et Rémi et Nathalie Saunier avaient un jeune auteur qui venait d'intégrer leurs associations et qui m'a dit « Tiens, tu devrais voir cet auteur-là ». Et voilà, j'ai testé le jeu et en une semaine, on a signé le jeu parce qu'on s'est dit qu'on tenait vraiment quelque chose de très bien. Ouais. Le jeu s'appelait Gros comme ça. Okay. Voilà, c'était le nom du jeu qui n'était pas un bon nom commercial. Et il y avait un système de comptage de points qui était compliqué. Donc, on a fait un boulot de développement classique que tout éditeur normalement constitué devrait faire. Tout le monde ne le fait pas. Et donc, on a simplifié le système de jeu et il y a surtout une vraie attention à l'écriture parce que c'est un peu la marque de fabrique de Cocktail Game sur Contrario, sur des jeux comme Jetlag, etc.
où on a soigné ça, on a beaucoup testé le jeu. Et puis choisir les thèmes en fait que vous allez proposer. Exactement. C'est un peu comme dans les jeux comme Codenames, tous ces jeux-là où on sait que et surtout, le gros travail, c'est de faire les cartes en fait. Et surtout tester l'écriture, parce que ce qui peut paraître simple pour toi et moi peut être peut-être compliqué ou mal perçu. Oui, qu'il n'y ait pas de malentendu sur la compréhension de la question. Et Top 10, il faut faire aussi attention parce que c'est très facile d'être raciste, homophobe sur un jeu comme Top 10. Donc la qualité de la rédaction a vraiment son importance. De ne pas tomber dans l'écueil de blanc manger coco limite, et de faire quelque chose qui reste bienveillant dans le jeu. Et puis Top 10, c'est un jeu où on a besoin d'un cerveau quand même en fait. C'est-à-dire que le joueur a une influence sur ce qu'il va dire et voilà. Et donc le jeu, aucun autre éditeur ne l'avait vu quoi. Non, c'était son premier jeu et donc c'est la belle aventure. Le gars extrêmement sympathique, à 25 ans et qui signe son premier jeu, qui marche très bien, qui est nommé aux As d'Or, nommé au Spiel, et voilà. Et donc, avec un produit on a fait Top 10 18+, parce qu'on a fait ça très rapidement, parce que notre distributeur nous a dit, il y aura sûrement des indélicats qui vont sortir quelque chose de proche, donc autant que vous les preniez de vitesse. Et donc, aujourd'hui, quand on vend, en fait, 3 Top 10, on vend un Top 10 18+. Donc, c'est vraiment Top 10 18+, et aussi un succès commercial, ce qui est bien. Et donc là, il faut faire vivre un produit comme ça. Alors, on ne va pas sortir des jeux tous les 3 mois. Donc, on travaille depuis 1 an et demi sur un jeu qui s'appelle Top 10 Aventure, qui est un Top 10 narratif avec une journée chez Ikea. Et donc, il va y avoir 5 questions sur comment trouver le nom du produit, etc. Enfin, c'est une version plus narrative et les questions vont se... Avec un fil conducteur, Avec un fil conducteur, voilà, tout à fait. La sortie, elle est prévue pour quand ? C'est sorti à Cannes, mais en fait, c'est pas sorti à Cannes. On monte le jeu à Cannes, on laisse les gens sur un gros sentiment de frustration, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se procurer le jeu. On fait pas comme tous mes imbéciles de confrères qui vont tous sortir leur jeu en même temps et on le sortira 1 mois ou 1 mois et demi après. Voilà. En fait, tu auras créé l'attente. Je crée de l'attente. En fait, c'est ce qu'on fait systématiquement parce qu'aujourd'hui, c'est bien de sortir des jeux, mais il faut aussi faire un peu de marketing et quand on est a priori sûr de ces produits, autant générer un peu de frustration, c'est toujours bon pour les ventes. Parce que Top 10, on en parlait tout à l'heure un peu en off, c'est une très bonne vente. Oui, ça marche très très bien. Je crois qu'on vend 80 000 exemplaires par an en France, on en vend beaucoup aussi en Allemagne et ça fonctionne très bien. Et donc ça, c'est parti pour faire partie aussi de vos long-sellers. Ça, Top 10, c'est un classique. Si on se débrouille pas comme des ânes, normalement, c'est un jeu qu'on a pour des années, en fait. Parce que quand on voit, on en parlera un peu après, mais le nombre de sorties actuelles et le nombre de jeux qui disparaissent très rapidement après être sortis, on a toujours ce plaisir de voir que des jeux sortis il y a plusieurs années, je parle même pas de très vieux jeux, mais des jeux sortis il y a 2, 3, 4 ans, continuent en fait d'être vendus et d'être joués. Et créer de la nouvelle attente, puisque tu dis, vous avez sorti d'autres versions et que là, vous avez un nouveau projet. Ouais. Est-ce que vous entretenez particulièrement ou est-ce que tu penses qu'il y a une partie qui est liée au jeu intrinsèque ou est-ce que c'est aussi un gros boulot d'entretenir en fait Je pense que déjà à la base, il faut avoir un bon jeu, il ne faut pas signer n'importe quoi. Ce que je dis souvent, c'est qu'un bon éditeur, c'est celui qui dit non, c'est pas celui qui dit oui, parce qu'il y a plein de bons jeux. Nous, on essaye d'avoir des jeux qui marquent un peu les esprits, des jeux un petit peu exceptionnels. Et Top 10 fait partie de ces jeux, qui vont laisser des traces quand on aura fait une partie, parce qu'on va se souvenir de moments agréables ou sur la partie. Et on cherche vraiment et on investit aussi du temps et de l'argent. Un jeu, c'est 1 an et demi de développement. Donc moi, faire un jeu et imprimer moins de 10 000 exemplaires en premier tirage, je fais pas parce que c'est pas rentable. Et voilà. Et après, ce qui est important, c'est de confirmer, c'est-à-dire de pouvoir faire un retirage, parce que le vrai risque, en fait, il est sur le retirage. Voilà. Et donc, tant que le taux de réussite est de 80%, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Et après, on n'a pas la science exacte. Il faut être très modeste. C'est la personne qui va mettre ses 10, 15, 20, 30 euros dans les jeux qui va faire le succès du jeu ou pas. Mais pour ça, il faut quand même qu'on en parle un peu avant. Et donc, d'où cette attente longue avant les sorties. On prend le temps de faire bien les choses. Le fait d'avoir une nouvelle sortie sur la gamme, forcément, ça a des incidences toujours sur le jeu d'origine, j'imagine. Enfin, il y a ce calcul-là aussi dans le fait de poursuivre la gamme. Voilà, exactement. Alors après, nous, on va pas faire des sorties à répétition. Par exemple, Double, je crois qu'il y a plus de 100 versions différentes de Double. Top 10, il n'y aura pas 100 versions de Top 10. Et comme tu as pu le voir dans ta visite, il y a beaucoup d'itérations sur le jeu Top 10. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé, réfléchi sur quelle était la prochaine version. Voilà, et on a fait des essais de boîte, on
teste ça auprès d'une clientèle qui n'est pas forcément très habituée à jouer. Et c'est très, très important pour nous. Parce que les éditeurs ont souvent tendance à travailler en vase clos et à s'auto-congratuler les uns les autres lors de conventions. Moi, être bien vu par le secteur, je m'en fous complètement. Ce qui compte, c'est que le consommateur final, voilà, il trouve son compte, en est pour son argent. Et c'est ça qui est vraiment important. Surtout qu'on est sur un type de jeu top 10 qui n'a pas vocation à rester au sein de la petite communauté ludique classique. Ouais. C'est un jeu qui a vraiment, pour le coup, vocation à s'adresser au plus grand nombre, sans que ce soit vu péjorativement. Enfin, c'est vraiment un jeu qui a vocation à dépasser les frontières du petit secteur ludique pour être joué par, pour le coup, vraiment tout le monde. Alors qu'on sait qu'il y a des jeux qui ne seront pas joués par tout le monde, qui ne peuvent pas, et c'est pas leur objectif d'ailleurs, enfin, c'est pas la volonté même des auteurs ou des éditeurs, mais là, pour le coup, c'est vraiment un jeu qui a vocation à être joué en famille, en colo. Enfin, je dis n'importe quoi, mais qu'on va vraiment présenter facilement, c'est effectivement un peu à tout le monde, quoi. Et d'où cette accroche, toujours 10 bonnes raisons de dire des conneries. Bon, alors ça plaît pas forcément à tous les geeks, mais on essaye d'avoir une approche très grand public. Et l'idée, c'est de respecter le réseau classique, c'est-à-dire que voilà, le jeu va être pendant un an et demi en fait dans le réseau boutique spécialisé, et après. Voilà, va entrer en fait dans les grandes surfaces spécialisées et tout en continuant à se vendre dans le réseau primaire. Voilà. Et ça, c'est très important. Je vois par exemple Trio, où mon distributeur voulait absolument que je sorte le jeu très très rapidement sur Amazon. Et moi, je m'en fous en fait d'Amazon. Et donc, on a pris le temps. Le jeu aujourd'hui est vendu sur Amazon, mais je voulais en fait que les gens qui font le travail de départ, c'est-à-dire qui vont prendre le temps d'expliquer le jeu, de le démontrer, etc. De le conseiller, voilà, soit quand même récompensé et le temps en fait de pouvoir gagner correctement leur vie avec ce jeu. Moi, j'ai une petite question sur Top 10 18+ là. Ouais. Je n'y ai pas joué, mais je me demandais, enfin là pareil, tout à l'heure tu disais, c'est un jeu où on peut facilement faire des blagues racistes, homophobes, pas toujours. Comment sur un jeu qui est typé 18+, quels sont les choix que vous avez faits? Comment on équilibre? Alors, il y a plusieurs choses. Alors déjà, sur l'aspect, sur ce qu'on met sur la boîte, on a été extrêmement conseillé. En fait, j'étais en contact avec l'acheteuse de Cultura, avec que j'avais rencontré par ailleurs. Et on lui a montré nos accroches, etc., pour pas faire de conneries sur la boîte. On a aussi regardé ce que faisaient les gens comme Blanc Manger Coco. On s'aperçoit que sur les boîtes, c'est pas du tout trash, Blanc Manger Coco. C'est-à-dire, on se dit que finalement, c'est un jeu que tout le monde peut jouer. Et après, on a pris le parti qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise en fait par rapport à la thématique. Et donc, on a un contenu qui est orienté sexe, mais c'est 50% du contenu. Et on a un contenu qui est plus classique et qui se rapprocherait du top 10 de base. Du top 10 classique. Et après, le jeu a été testé dans les mêmes conditions que top 10, ce qui nous a permis d'éliminer un certain nombre de choses. En fait, c'est l'équipe qui a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, j'ai mis ma censure sur une carte, c'est-à-dire demander Mein Kampf dans une librairie de la manière la moins convaincante à la plus convaincante. Là, j'engage quand même un peu ma responsabilité de gérant. En fait, je trouvais ça pas très, même si on m'a garanti que ça marchait très bien, je trouvais que c'était pas forcément nécessaire. En fait, on est voilà. Et on n'a pas de plainte on n'a pas eu de remarque sur le. Parce qu'on sait que sur Blanc Manger Coco, limite, il y a des gens qui y jouent, ils ont tout à fait le droit. Je viens pas, mais moi, je sais qu'à titre personnel, c'est vraiment à chaque fois que j'ai des exemples moi, c'est des jeux, pour moi, c'est red flag. J'ai vraiment pas du tout envie de jouer à ça. Et c'est vrai que sur Top 10 18, j'ai jamais entendu vraiment de retour. Ça veut dire qu'on a probablement bien fait notre boulot et tant mieux. Donc là, Top 10 aventure, tu nous l'as dit. Le côté narratif, c'est une autre, c'est une exploration un peu. Oui, c'est une exploration. Et c'est un peu plus épuisant que le Top 10 classique. C'est-à-dire qu'on est vraiment immergé dans une histoire. On aura l'occasion de tester peut-être quelques cartes cet après-midi, mais c'est une expérience de jeu différente. C'est un top 10 un peu plus, quoi. Ok. Voilà. Qui demande aussi peut-être un peu plus d'investissement des joueurs et joueuses. C'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Un peu de mémoire aussi. Et voilà. Et les cartes qui ont été validées, qui ont subi la validation, nous plus le grand public, en fait, fonctionnent vraiment très bien, quoi. C'est vraiment. Et on va faire 2-3 cartes, en fait. On ne va pas faire forcément plus. Ok. Alors, on va parler maintenant de Trio. Oui.
Donc Trio, qui est un jeu de Kayami Yano, qui est un jeu japonais à l'origine sorti sous le titre de Nana, Nana voulant dire 7 en japonais, avec des illustrations de Saibepu. Donc le jeu, vous l'avez découvert par votre sourcing habituel de jeux en provenance du Japon. Donc, voilà. T'as le coup de cœur immédiatement quand tu y joues ? C'est un coup de cœur collectif de l'ensemble de l'équipe et évidemment, en fait, le jeu a été signé très rapidement. Le jeu était déjà disponible depuis au moins 6 mois ou 1 an. Et c'est bien, je crois qu'on a pris de vitesse tous nos concurrents. Voilà, et on s'est dit, il y a eu quelques petites... Oui, vous avez quand même beaucoup travaillé dessus, parce qu'il y a bon, déjà, vous avez fait toute une refonte graphique et visuelle, puisque ce ne sont plus les illustrations d'origine, c'est Laura Michaud qui a fait le graphisme et qui a rethématisé le jeu, parce qu'on n'y avait pas du tout ce thème fête des morts mexicaine. Qui est un thème très plaqué, mais très coloré. Oui, voilà. Je comprends que c'est plus la volonté de marquer visuellement, qui est pour un jeu qui n'a pas besoin de thème en réalité. Enfin, c'est vrai, tout à fait. Voilà, donc il y a pas parfois même on se dit qu'il vaut mieux faire l'économie d'un mauvais thème plaqué et tu vois d'avoir juste quelque chose qui visuellement claque pour ce genre de jeu. Et il y a vous avez ajouté, parce qu'il y avait une version de joueuses, il me semble, dans la version. Oui, mais on l'a supprimé parce que ça marchait pas dans les faits. Et on a rajouté une version équipe, qui est une création de l'équipe, qui fonctionne très bien et qui manifestement est plébiscitée par les joueurs. Et donc là, ce jeu, c'est vraiment formidable parce que ça plaît à la fois aux joueurs néophytes et aux joueurs et joueuses un peu confirmés. Et quand un jeu est vraiment rencontre de public, c'est formidable en fait. D'où l'énorme succès commercial. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour le mode par équipe que je trouve, à 6 comme ça, c'est vraiment formidable. Ça crée beaucoup de métagames et en plus, si on rejoue avec les mêmes personnes, on a le même partenaire, je trouve qu'on développe toute une forme de communication qui est pas possible en principe, mais il y a toute une communication de physique en fait, de posture non verbale qui s'installe. Vous en vendez combien à peu près de Trio aujourd'hui ? Normalement, on devrait terminer l'année à 400 000 exemplaires, là, ce qui est un énorme succès commercial. On va aller chercher le jeu qui se vend le plus du marché aujourd'hui avec Trio, j'en suis absolument convaincu. Et c'est aussi le choix de mon distributeur, qui est un distributeur concurrent de Skyjo, pour pas le citer. Voilà. La rencontre avec Kayami Yano, comment ça s'est fait parce que Trio a été sélectionné à l'Asdor, on va en reparler, et il l'a emporté, l'Asdor 2024. Il a été dans les recommandations du Spiel 2024. Recommandation qui est un peu la place du con. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est toujours ça. Ça fait toujours plaisir de savoir que le jeu a été apprécié aussi en Allemagne et par le jury du Spiel. À Cannes, Kayami Yano, il est venu. Alors on l'a fait venir parce qu'on trouvait ça important. Parce que le Festival de Cannes, c'est le festival international des jeux. Moi, j'ai toujours fait l'effort de faire venir à nos frais, en fait, les auteurs d'Imagine. Je te cache pas que je trouve que l'international se voit pas beaucoup toujours dans le festival. Enfin, justement, c'est un peu ça. Je trouvais qu'à Cannes, quand ils ont su que l'auteur venait, en fait, ils étaient absolument enchantés parce que c'est une vraie plus-value aussi pour le festival. Et je trouve qu'il faut jouer le jeu du label. Et si on a les moyens de pouvoir faire venir l'auteur. Voilà, ce qui n'est pas une opération forcément très simple. Vous l'aviez rencontré avant qu'il vienne à Cannes ? Oui, on l'avait vu au Game Market. D'accord. Mais voilà, via notre intermédiaire, avec de la communication très limitée, puisque on lui parle, on traduit, etc. Oui. C'est moins fluide que si tu parles en anglais ou. Et alors, donc il a eu une grande assurance sur scène, mais alors après, et ça c'est très japonais, je pense que je peux raconter ça, on a été fêter ça avec l'équipe, et à un moment donné, en fait, il s'est mis à pleurer à chaudes larmes, en fait, pendant quasiment une demi-heure, et notre intermédiaire était là, et on comprenait pas, il lui parlait, etc. Et en fait, il pleurait parce qu'il pouvait pas nous exprimer sa gratitude parce qu'il parlait pas ni anglais ni japonais, français. etc. Et voilà, et c'est ça qui me donne envie de faire des jeux, en fait, et d'éditer des jeux, parce que c'est pour ce genre de moment, en fait, que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc vous avez eu l'Asdor avec ce jeu. On était contents. Et il y a une blague, il y a une sorte de running gag. On le sait avec Cocktail Games, beaucoup de nominations. Beaucoup de nominations, mais là, je crois que c'était vraiment notre année. Et je crois que l'organisation du festival avait vraiment aussi beaucoup envie qu'on gagne, parce que j'avais fait l'effort de venir, en fait, quand en pleine année Covid, en fait, pour Top 10. Ils avaient été très touchés par ça, parce que tout le monde était
en licenciement économique, etc. La situation n'était pas simple pour eux. Et voilà, et donc je pense qu'ils étaient ravis, et nous aussi, en fait, de gagner ce prix qui fait vraiment vendre des jeux aujourd'hui. Et qui tu disais, il y a un vrai impact. Il y a un vrai impact, hein, même les simples nominations, ça a un vrai effet aujourd'hui. En France, ou y compris à l'international, tu fais plus de partenariats, ça aide, parce que à forcément, la distribution dans d'autres pays. Forcément, on en joue, en fait, hein, et ça aide. Et Trio doit être, je sais pas, on doit avoir 15 ou 17 éditions aujourd'hui grâce au travail de Julia, qui est notre responsable export. Et est-ce que le fait d'avoir gagné, tu as vraiment ce sentiment d'achievement, ou est-ce que parfois tu as un petit coup de blues derrière? J'aimais bien quand même. Voilà, je suis très content que Cocktail Games ait gagné, que ce jeu ait gagné. Mais c'est vrai que le plaisir est aussi dans la quête plus que dans l'accomplissement par moment. Mais voilà, j'étais ravi et ému aussi, parce que ça saluait une aventure de 20 ans avec beaucoup de jeux tout public, grand public, peut-être plus que les autres, parce qu'on a je pense, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai peut-être une qualité, c'est de me mettre à la place du consommateur et me dire, est-ce que moi j'achèterais ce jeu-là, est-ce que ça me plairait, etc. Et j'édite normalement que les jeux que j'ai envie d'avoir. Là, Trio, il y a une idée donc c'est une très belle réussite commerciale, comme critique, publique. Est-ce qu'il y a l'idée de pérenniser la gamme ou de travailler sur d'autres idées liées au jeu? Oui, bien sûr, parce que alors là, on est sur une idée qu'on teste actuellement et qui nous paraît très intéressante. On est obligé de faire ça pour un jeu, mais on va pas se laisser gagner par la facilité. C'est-à-dire qu'on sortira un jeu quand il sera prêt, quand il sera bon, parce que c'est trop facile de coller la licence Trio sur des trucs un peu merdiques. Et j'ai pas envie de faire ça. Par exemple, Jetlag, qui est une très bonne vente chez nous, on a essayé de faire une suite de Jetlag et on n'y est pas arrivé. Donc et on l'a pas sorti. Voilà, c'est faire du chiffre d'affaires pour faire du chiffre d'affaires, ça m'intéresse pas. Faire du chiffre d'affaires pour satisfaire des gens qui sont contents d'acheter les produits de notre gamme, ça a du sens. Donc ce serait quoi les pistes de réflexion pour Trio? Alors si tu peux en parler. Alors Trio, là, on est sur une version, en fait, donc ça c'est une version qui s'appelle Simco. Où il faut réaliser des trios de 5. J'en dis pas plus. Okay. En fait, mais il y a des idées. Il y a déjà un jeu. Il y a déjà un jeu qui fonctionne, qui passe en fait le premier cap de test chez nous, et maintenant on va voir ce que ça donne auprès du public. C'est un poil plus compliqué, mais finalement pas tellement. Donc du coup, j'imagine que vous suivez attentivement de tout ce que fait Keia Miyano. Tu penses qu'il y a un lien particulier qui s'est créé entre vous? Alors oui. Alors il a beaucoup de respect pour nous, etc. Et il trouve que le jeu, Cannes, ça a été son moment de bonheur pour lui. Il entrait dans un restaurant, les gens l'applaudissaient. Il n'a jamais eu ça, en fait. Et même si on communique pas, on sent qu'il y a quand même de l'empathie, mais c'est toujours compliqué. Un japonais, ça fonctionne pas comme un français. Ils sont pas expressifs. Quand quelqu'un dit non, ça peut vouloir dire oui. Et grâce à notre intermédiaire, on a une communication quand même avec lui. On arrive, un peu à communiquer. Et on est un peu obligé de le faire, parce qu'on va travailler sur son jeu. Parce que quand on travaille avec un auteur japonais, la communication est limitée. C'est-à-dire qu'on va discuter d'idées au démarrage, on va faire une partie, en fait... D'ailleurs, par exemple, pour la version par équipe, quand vous lui avez soumise, comment... ça a été un peu soumis a posteriori, on va dire ça comme ça. Okay. Mais on ne s'est pas moqué de... On s'est pas moqué de l'auteur, et il l'a validé. Il nous aurait dit non, on ne l'aurait pas fait. Oui, bien sûr. Et pour Bombbuster, c'est exactement la même chose. Il y a Bombbuster, on a vraiment amélioré le jeu de départ, et là aussi, les communications étaient... il y a eu très peu de communication avec l'auteur, et on lui a soumis en fait le projet final, et il nous a fait confiance. Oui, est-ce que donc Bombbuster, c'est le jeu qui va sortir courant septembre? C'est ça, fin septembre. Entre Vichy et Essen. Ouais. C'était également un jeu d'un auteur japonais, puisque c'est Hisashi Hayashi. Oui, alors juste sur la date de sortie, je vais dire quelque chose d'important. La date de sortie, elle est avant Essen, parce que je fais pas partie de tous ces crevards en fait qui vont essayer de vendre des jeux à Essen et sortir derrière en boutique. Moi, j'aime bien les boutiques, et je me tape en fait du nombre de ventes qu'on va faire à Essen. À Essen, on va le vendre uniquement la version anglaise du jeu, donc autant dire qu'on va en vendre 200, et puis ça sera déjà très bien. Voilà, je trouve ça important vis-à-vis et les boutiques.
on a fait une offre 12 égale 13, ont pu, celles qui ont souscrit à cette offre, ont pu normalement jouer le jeu, avoir le jeu au mois d'août, en fait. Donc, on espère qu'elles ont pu le jouer. Alors, ouais, donc Bomb Buster, c'est un jeu à communication limitée dans lequel on incarne des démineurs et des mineuses. Exactement. Et on va effectivement devoir réussir à couper les fils en faisant des paires entre notre jeu et puis ceux de nos partenaires. Exactement. Parce que c'est coopératif, sans jamais couper le fil rouge. Alors moi, j'ai fait que la première partie, en fait. Voilà, et donc c'est un jeu à courbe d'apprentissage avec des missions qui vont devenir de plus en plus difficiles. De plus en plus difficiles, des heures de jeu en perspective. Voilà, et c'est un jeu qu'on a signé il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un développement qui a été long, parce qu'il a fallu tester toutes ces versions les unes derrière les autres. Et là, c'est encore par votre sourceur, on disait Yannick Deplat, tout à fait. On peut le citer au moins une fois quand même, Isobretnik, que vous avez déjà entendu dans le podcast. C'est par lui aussi que vous avez trouvé le jeu. C'est un jeu qu'on a eu en démarrage de Covid. Moi, j'y ai joué. Je trouvais ça très bien, et donc j'ai fait revenir l'équipe en fait pour y jouer. Et on a signé, on a signé derrière en fait. Et vous avez changé, tu disais vous avez changé. Il y a eu du développement. Alors il y a eu des développements parce que je pense que dans le jeu initial il y avait un peu moins de missions, donc il y a plein de missions qui ont été créées. Donc oui, le jeu, l'essence du jeu est la même, mais on a vraiment développé le jeu en fait. Un travail un peu différent pour nous, mais il y a plein de gamers dans l'équipe qui ont adoré faire ça. Et je pense que le résultat est satisfaisant, mais on saura ça en fait à la fin du mois d'octobre, voir un peu si on a réussi à décrocher la timbale ou pas. Le jeu a été présenté déjà à Cannes. Le jeu a été présenté à Cannes. Le jeu dans les festivals après Cannes. Appartenait, on a eu un espace Bomb Buster aussi où il y a 1000 parties qui ont été faites, donc 4000 personnes qui ont joué, ce qui est formidable. Voilà, donc c'est un accouchement long. Et on espère que le bébé plaira à ses parents. On le disait, là, il y avait donc Kaya Miyano, Hisashi Hayashi. Ouais. Tout à l'heure, on parlait un peu en off de cette espèce d'Eldorado que représente un peu le marché les auteurs japonais, le marché japonais. Oui, je crois qu'on a un peu créé de l'émulation. Et je me rappelle avec Emmanuel Beltrando de Sorry We Are French, où à l'époque, on était probablement les seuls non-asiatiques, c'était il y a une quinzaine d'années, en fait, à aller au Tokyo Game Market. Game Market, qui était beaucoup, beaucoup plus petit. Enfin, maintenant, tout le monde est là. Mais bon, les gens, il faut jamais signer sur une intuition. Il faut toujours prendre le temps de la réflexion, parce que l'ambiance d'un salon est un peu particulière. On peut beaucoup apprécier un jeu qu'on a testé. Mais du coup, toi qui connais bien le Tokyo Game Market et qui a cette habitude depuis des années de travailler avec des auteurs japonais, et voilà... Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu les gens s'enflamment un peu, il y a une sorte d'embrasement, et surtout avec la mode du jeu de pli qui arrive, où il y a beaucoup de jeux de pli japonais. Et par chance, nous, on a probablement le meilleur sourceur du marché, donc on a accès à tous les bons jeux qui sortent. Et je m'aperçois que on refuse beaucoup de jeux qui sont édités ailleurs, sans aucun scrupule, et avec des choses qui sont pas forcément très brillantes. Mais voilà, parce que c'est un peu hype de faire du jeu japonais, on a l'impression que ça va forcément se vendre. Eh ben non, il faut que le jeu soit bon, il faut que le jeu soit travailler original, aussi. Et il faut travailler aussi, il faut faire un peu de développement et un peu de marketing. Justement, comment tu vois aujourd'hui l'évolution du marché ? Vous avez quand même, vous sortez moins de jeux qu'auparavant. C'est quelque chose que tu as toujours, tu as dit clairement que tu voulais réduire la voilure parce que aujourd'hui, tout le monde se plaint. Alors, j'arrive pas à savoir si en fait on s'en plaint vraiment ou pas, mais souvent on a tendance à se plaindre de la saturation du nombre de sorties qui sont plus gérables ni par les joueurs et joueuses, ni par les boutiques, ni par les jeux sont oubliés, sortent et sont oubliés une semaine après parce que de toute façon on n'y arrive plus. En même temps, j'ai l'impression qu'on reste quand même toujours dans cette course un peu folle. Comment toi tu vois la situation actuelle ? Nous, on est des artisans, on essaie de faire des bons jeux, on prend le temps de les faire et on n'a pas envie de faire de la fuite en avant parce que tout le monde trouve un intérêt à cette situation actuelle. C'est-à-dire que voilà, l'éditeur va sortir ses 5000 jeux, va les rentabiliser, le distributeur va lui préacheter la moitié de son stock, donc va aussi faire son beurre là-dessus. Derrière, le tiers de jeu qui ne sera pas vendu va partir chez Emmaüs ou autre. Moi, c'est pas ma logique. Je trouve que c'est de la fuite en avant parce qu'on peut vouloir produire mieux, vert, européen, etc. Mais commençons déjà par faire moins de jeux, en fait. Pas faire pour faire, ça sert à rien. Voilà, évitons de faire des suites de jeux qui n'ont pas marché. Et ça, il y en a pléthore. Ouais. Évitons de faire des plagiats aussi. Évitons de faire des plagiats, ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'on peut faire des plagiats sans le savoir, oui. Sans le savoir, ça peut arriver.
Et avec les auteurs japonais, il faut être très prudent par rapport à ça, parce qu'ils sont très inspirés par l'école allemande et ils vont souvent reprendre en fait des principes de jeu d'un Assis qui prend ou autre. On a eu le cas avec Scout qui reprenait une partie de la mécanique de Crash Carrier, 5 carreaux combo. Voilà, donc il faut... Et puis voilà... Et donnons-en aux gens pour leur argent, en fait. Hein, ça. Parce que moi, je dis toujours que, en fait, si on augmente le volume, on peut pas augmenter les chefs-d'œuvre entre guillemets dans la même proportion qu'on augmente le volume. Tu vois, et puis, même si le marché s'est fortement démocratisé, féminisé, etc., à un moment donné, voilà, le budget des gens n'est pas infini. Voilà, et la sollicitation sur les loisirs est énorme. Hein, je veux dire, il n'y a pas que le jeu de société comme loisir possible. Hein, il y a plein d'autres choses aussi. Et le temps dédié à ce loisir-là, alors on aimerait tous que les gens jouent tout le temps, etc., mais ils vont faire plein de choses et pas forcément jouer. Donc, essayons de faire juste des jeux qui correspondent à leurs attentes, qui soient un peu originaux. Ouais, donc du coup, aujourd'hui, toi, tu es vraiment dans cette position de... Tu préfères refuser si tu as le moindre doute. Comme tu disais, c'est ce que tu préfères. Tu dis, c'est ça, la qualité première, c'est de savoir refuser. Et ça va arriver qu'on refuse des jeux qui vont bien marcher ailleurs. Voilà. Et c'est la vie, et c'est pas très grave. Et puis voilà, on va passer à côté de 2 ou 3 bons jeux, et puis on va en trouver un que les autres n'auront pas eu. Voilà, on essaye d'avoir des bonnes relations avec les auteurs, mais pour moi, voilà, ça se joue à l'échelle internationale aujourd'hui. Hein, donc, on ne signe pas qu'il n'y a pas besoin d'être japonais pour faire un jeu chez Cocktail Game. Hein. Je le redis parce que certains auteurs français ont l'impression qu'on fait que des... Je rappelle qu'Aurélien Picolet... Là, vous aviez sorti le jeu de Matt Leacock aussi il y a quelques années. Oui, alors après, ça, c'est un peu différent. C'est-à-dire c'est un accord avec un éditeur américain où on est les modestes traducteurs d'une version déjà existante sur laquelle on n'intervient qu'en traduction, finalement. Et vous avez parfois des sollicitations d'auteurs étrangers autres que japonais? Bien sûr. Voilà, moi je trouve que les plus créatifs probablement c'est les auteurs italiens aujourd'hui qui arrivent à faire à la fois des petits jeux et des gros jeux, et qui sont très productifs. Hein, et on le voit bien en fait dans les même pour le Spiel cette année en fait voilà, Paolo Mori, en fait, les gens de Repos Productions, elles sont allés chercher parce qu'ils estimaient que c'était si je me trompe pas, en fait, ils estimaient que c'était un bon auteur, ils avaient envie de travailler avec Thomas lui. Provo disait que quand ils n'ont pas eu Régicide, en fait, après, ils ont fait un peu le tour de leur contact et qu'ils ont envoyé à Paolo Mori parce que voilà, ils le connaissaient en disant, bah, tiens, est-ce que tu as des jeux à nous montrer et tout. Mais après, voilà, pour avoir discuté avec lui, là, durant le Spiel, lui, il explique qu'il y a une très forte solidarité entre les auteurs italiens, ils se rencontrent très fréquemment et en fait, peut-être que ils sont moins nombreux en termes de nombre et que du coup ils travaillent beaucoup tous ensemble en se montrant leurs prototypes, en se donnant des conseils, et c'est amusant parce que j'ai eu exactement la même discussion en fait Wolfgang Warsch ou Arno Steinwander, donc Wolfgang Warsch, auteur de The Mind, et puis Arno Steinwander qui a gagné qui est un des co-auteurs de Clé Magique qui a gagné le Kinderspiel. Ils expliquent qu'il y a la même chose à Vienne, ils sont pas si nombreux que ça, donc en fait ils peuvent encore mutualiser leurs tests en fait et tout. Ce que font les auteurs français au niveau régional quand même. Voilà, exactement. Mais qui est au niveau régional du coup, parce que peut-être on a un plus grand marché, on a déjà plus d'auteurs. Voilà, mais par exemple Walter Roberts, qui est l'auteur de Tokyo Train, qui a fait aussi beaucoup de jeux, travaille à des collaborations avec peut-être 10 ou 15 auteurs différents. Voilà. Et très facilement. Et est-ce que tu as l'impression aussi parce qu'en fait, post-Covid, on a eu l'impression qu'il y avait vraiment eu un boom du marché du jeu. Là, on sent bien que on n'est pas parti sur une tendance longue. On a un peu, il y a un peu de diminution des volumes. On revient finalement à la période avant Covid, en fait. C'est-à-dire que le Covid a juste permis, en fait, de démocratiser le loisir et de montrer que le jeu de société, c'était pas forcément le Monopoly, que c'était pas forcément que les enfants. Les adultes ont eu plaisir à jouer. Et voilà, et aujourd'hui, on revient juste sur des ratios. Non, moi, puis il faut reconnaître aussi que c'est pas cher de lancer un jeu. Je veux dire, quelqu'un qui a 10 000 €, en fait, il lance son jeu. C'est un jeu vidéo, ça va coûter beaucoup plus cher. Et donc, c'est à portée je dirais, de pas mal de monde. Donc, tout le monde se croit auteur de jeux en puissance et éditeur. Et voilà, et t'entends, il y a un peu d'apprentissage, en fait. Hein, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance livresque du secteur, mais au moins l'avoir observé quelques temps, jouer avec quelques classiques, ça permet d'éviter probablement de faire des erreurs. Est-ce que tu penses que pour faire du bon développement, il faut quand même avoir une culture ludique, entre guillemets? Oui, mais moi, je suis entrepreneur et je trouve ça quand même vachement bien qu'il y ait des gens qui tentent l'aventure aujourd'hui, parce que sans ça, voilà, et qui nous aiguillonnent un peu, parce que la vraie création, elle vient d'un Régis Bonnecet qui crée un Dixit un jour, etc., démarre avec rien et arrive à faire
après un vrai jeu et en faire un succès international. Et voilà, et je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des talents qui vont faire les jeux de demain, et tant mieux pour eux, et j'en suis ravi. Est-ce que tu penses que le Covid a retardé un peu, a boosté, comment tu le vois? Ça a boosté, ça a boosté, et on le voit bien. Non, c'est juste qu'on revient à la situation normale. Et là, je prends ma casquette Union des éditeurs de jeux, et on le voit bien, nous, sur nos demandes d'adhésion. On a aujourd'hui, je sais plus, 130 ou 140 adhérents au niveau de l'Union des éditeurs de jeux, et avec plein de nouvelles sociétés. Voilà, souvent des gens issus du jeu vidéo qui ont ou des gens qui font des jeux, voilà, au les mains, par exemple, voilà, qui est une application qui passe en jeu de société. Voilà, des gens qui ont des méthodes nouvelles par rapport aux vieux du secteur comme moi, qui comprennent rien à rien, et qui amènent peut-être, voilà, de la nouveauté et un peu de fraîcheur sur un marché, en fait, qui se regardait le nombril. Oui. Qui reste un secteur assez communautaire, en fait, qui est pas plus que dans d'autres types d'industries du loisir qui sont plus ouvertes et plus diversifiées, quoi. Ouais, et ce secteur est assez agréable parce qu'on peut avoir le contact direct avec les éditeurs. Enfin voilà, il n'y a pas de barrière, pas de frein. Voilà, après, moi, ça me saoule quand les gens me disent bon, t'en as vendu combien, t'en as sorti combien. Je suis assez pas secret par rapport à ça, mais je trouve que les gens sont d'une indiscrétion, et voilà, ils n'ont pas besoin d'avoir mes plans stratégiques, savoir ce que je pense, etc. Et les prochains jeux qu'on va sortir. Dans l'Union des éditeurs de jeux, tu as des fonctions particulières? Alors, je m'occupe du séminaire de l'Union des éditeurs de jeux. En fait, voilà, on change cette année, on fait ça à Disney cette année parce que c'est plus simple pour tout le monde, et parce que l'endroit où on le faisait précédemment s'est mal comporté avec nous. C'est-à-dire, nous a vendu la salle dans laquelle on faisait notre dîner, en fait, à un autre séminaire. Donc, on était fâchés, on est partis. Voilà, et donc je m'occupe des séminaires, des intervenants, on a une petite commission, je suis surtout présent là-dessus, en fait. Et c'est des fonctions qui sont importantes pour toi, afin de participer je trouve ça, j'ai contribué à la création de l'association. Je trouve ça vraiment bien qu'il y ait des associations, des organisations professionnelles, qui essayent de travailler ensemble. Alors moi, je suis pas du tout diplomate, donc les trucs, les regroupements avec les boutiques, tout ça, etc. Ça c'est bien. C'est-à-dire que si on veut que le jeu soit reconnu comme produit culturel, il faut un lobbying global. Il faut un lobbying global, et il faut des gens qui soient intelligents et diplomates. Christian Molinari, qui est le président de l'association, est parfait pour ça. Il présente bien, il sait parler à tout le monde, il est poli, etc. Et c'est juste parfait. Et voilà, et c'est un plaisir de participer à cette association, d'essayer de faire avancer un peu le secteur, de communiquer sur des chiffres, en fait, que tout le monde donne un peu les mêmes chiffres sur le nombre de sorties, etc. C'est quand même, qu'il y ait une cohérence de discours aussi, j'imagine. Une cohérence de discours. Alors après, il y a un label qui est le Pion d'Or aussi, qui est un label qui est calculé sur les ventes. Alors moi, j'ai jamais voulu trop mettre le nombre de ventes, etc. Mais je pense que c'est un bon label, en fait, et montrer que le jeu de société, il y a des gens, il y a des auteurs derrière, ça fonctionne bien, etc. Mais voilà, maintenant, on a plein d'agents infiltrés dans toutes les rédactions françaises et plein d'articles partout. Et je trouve que ce qui sort dans la presse grand public ou dans les médias grand public est bien meilleur. On ne parle plus maintenant systématiquement du Monopoly, du Uno, etc. C'est quand même vachement agréable. Oui, tu penses qu'il y a eu un... il y a eu un vrai travail qui a été fait par les acteurs du secteur, et voilà. Et puis les gens... Et sur la notion d'objet culturel, parce que j'avais compris qu'il y avait un des grands enjeux, c'est le pass culture aussi, le fait de pouvoir utiliser, par exemple, les chèques cadeaux, il y a un enjeu aussi, c'est la TVA 5.5 aussi. Mais ça, c'est que pour le livre, techniquement. C'est pour le livre. Alors, il y a eu... on a fait au niveau de l'Union des éditeurs de jeux, parce qu'il y a des jeux de société, en fait, qui s'attribuent une TVA à 5.5 sans en avoir forcément le droit. Et moi, j'ai tenté sur Contrario, j'ai fait une demande de rescrit. Donc, on a plaidé au niveau départemental puis régional, mais bon, ça a été retoqué. Ouais, ça a été retoqué. Mais par exemple, Dixit. Oui, Dixit, on le sait. Et là, Dixit, où ça a été très malin. En fait, Régis avait vraiment très très bien mené ça. En fait, la demande de rescrit, elle a été acceptée. Elle a été acceptée. Donc là, l'idée, c'est au niveau de l'Union des éditeurs de jeux, on aimerait bien que sur un même jeu, en fait, tout le monde fasse des demandes, parce que les réponses des centres des impôts peuvent varier. Oui, parce qu'en fait, juste mettre l'administration fiscale face à ses responsabilités en disant, il y en a qui nous disent oui, il y en a qui nous disent non. Parce qu'en fait, c'est vrai que pour expliquer les demandes de rescrit, c'est quand on veut avoir une prise de position formelle de l'administration fiscale sur une pratique que l'on a, qu'on veut faire valider. Donc, bien sûr, on fait une demande qu'on étaye, qu'on documente, on va se servir des textes de loi, de la jurisprudence. Donc, effectivement, la TVA 5.5, elle n'est pas sur tous les objets culturels, elle est sur le livre, c'est un régime spécial. Il y a une définition fiscale du livre qui existe. Pour la petite histoire, c'est comme pour le chocolat, il y a une définition fiscale du chocolat pour avoir le taux de TVA alimentaire, en fait. D'accord. Il y a une histoire de grammage, de forme et tout. Enfin, pour avoir travaillé dessus, c'est très marrant.
C'est aussi sympa de tester. Du coup, vous avez partie des trucs sympas à tester. Et donc, effectivement, les demandes de rescrit, elles se font au centre des impôts dont on dépend. Donc, selon sa localisation, ça va changer. Donc, effectivement, si on reste à cette sphère très locale, on va avoir des réponses qui peuvent varier selon la personne qui traitera le dossier. D'abord, le dossier n'est pas forcément argumenté pareil. Les jeux sont pas forcément identiques, ce qui peut jouer. Et puis, on a la sensibilité de chacun sur les arguments qui vont être apportés. Mais c'est vrai que la question qui se posait, c'était d'avoir soit un rescrit plus global, peut-être, ou de faire une demande auprès de la direction de la législation fiscale. Alors, je crois que c'était pas forcément la volonté, mais d'avoir quelque chose qui soit plus, qui soit, ou une doctrine administrative qui vise plus précisément le jeu de société. Ouais, voilà. Enfin, que les choses soient juste stipulées clairement, en fait, et qu'on sache. Que ce soit d'un point de vue concurrentiel égal pour tout le monde. Ouais. Après, je pense que la difficulté qu'on a, c'est la proximité du jeu et du jouet. Et en fait, de temps en temps, la barrière est un peu ténue, quoi. On sait pas. Et ça ne doit pas nous aider, je pense. Oui. Je pense que c'est encore un long combat avant d'arriver à une TVA à 5,5. C'est la Paul Gara du mois de septembre qui fait ce petit aparté pour signaler que depuis l'enregistrement avec Mathieu Despnous, nous avons eu connaissance d'une doctrine administrative qui est sortie au mois d'août, fin août, concernant justement la TVA au taux réduit applicable aux livres. Donc c'est le BOFIP BOI TVA LIC 30 10 40. Voilà, je sais que ce genre de référence, ça fait plaisir. Vous trouverez de toute façon le lien vers le BOFIP dans le billet. Et au paragraphe 90, la doctrine administrative précise expressément que les ouvrages suivants ne répondent pas à la définition fiscale du livre. Et la doctrine cite les jeux de société et les ouvrages périodiques ou non consacrés aux jeux, mots croisés, fléchés, casés, etc. Et la remarque qui est faite, c'est que les jeux de société rassemblent notamment des accessoires tels qu'une règle de jeu, des dés, des pions, un plateau ou un boîtier. Ainsi, dès lors qu'ils s'accompagnent de ces accessoires, les jeux de rôle constituent des jeux de société et ne sont pas assimilables à des ouvrages répondant à la définition fiscale du livre. La doctrine administrative a également à cet endroit référence au BOI qui relève du taux de TVA applicable aux livraisons de jeux de société, donc en fait aux ventes de jeux de société. C'est le BOI RES TVA 000137 qui là est plutôt reprend une question qui avait été posée sur un jeu de société qui suivait un scénario, etc., mais qui était composé d'un plan, de cartes et de matériel, dans lequel la réponse qui était donnée était effectivement de considérer que la qualification fiscale de livre ne pouvait pas être reconnue à un tel ouvrage, et relève notamment toute une question assez ambiguë sur ce qu'on va constituer une œuvre de l'esprit au sens de la définition fiscale du livre. Je pense qu'on reparlera de ce sujet prochainement dans le podcast, je l'espère, parce que ça ouvre beaucoup de questions, pas tant sur le taux de TVA applicable aux jeux de société, qui semble assez réglé, mais plutôt à ce que l'on entend comme œuvre de l'esprit. Et c'est plus pour d'autres sujets comme l'impôt sur le revenu et les droits d'auteur que ça ouvre des questionnements. Dans les autres évolutions du secteur, il y a aussi tout ce qu'on a observé au niveau des rachats, acquisitions et puis un peu concentration, puisqu'on a d'un côté Asmodée et de l'autre côté Hachette Board Games, en fait. Ouais. Toi, tu résistes encore? Disons que je cours pas forcément derrière un billet, on va dire ça comme ça. Ouais. Voilà, je cours après des choses qui m'intéressent et voilà. C'est pas un secret que de dire que tu as déjà eu des offres? J'ai déjà été approché, oui, bien sûr, ce qui est assez logique, parce que je pense que je suis le plus petit des grands et le plus grand des petits. Ouais. Voilà, donc forcément, ça attire un peu, forcément, gagner un as d'or et avoir des volumes de vente importants. Et les gens, ça rentre dans la valorisation générale de l'entreprise. Ça rentre dans la valorisation générale de l'entreprise, mais voilà, aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Voilà, j'ai 58 ans, ça m'amuse toujours, je suis pas complètement nul, voilà, j'ai une super équipe. Et s'il y a transition qui se fait un jour, ça sera fait de manière mûrie et réfléchie. Et voilà. L'aspect valorisation est important, mais il n'est pas prépondérant. Je dirais ça comme ça. Tu as envie de rester maître, parce qu'en fait, tu pourrais très bien revendre et rester dirigeant. Oui, alors après, c'est dur. Voilà. Ça, c'est dur, et je ne pense pas que j'ai le caractère pour faire ça. Oui, parce qu'on abandonne forcément une partie de liberté, de décision. Exactement, et donc le fait de demander l'autorisation pour faire ci, ça, je crois que ça ne sera pas possible. En fait.
voilà, où ça serait possible pendant 6 mois, 1 an. Mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Ça m'amuse, j'ai plaisir. Je pense que l'équipe a plaisir aussi au fait qu'on soit indépendant et qu'on fasse un peu ce qu'on veut. Alors, on est un peu marié par la force des choses avec un distributeur avec qui on a une bonne relation historique, tout simplement. Et donc, on n'a pas envie de changer. Oui. Voilà, et c'est le bon distributeur du marché. Et voilà, et demain, si je fais quelque chose, ça sera, je vais pas vendre forcément à un grand groupe, en fait. Voilà, d'accord, j'ai d'autres idées en tête. D'autres idées en tête, ok. Voilà. Là, donc tu n'auras pas plus d'infos. Non, je me doute, j'imagine voilà, que c'est. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Voilà, je pense que voilà, ça m'amuse et ça m'amusera encore pendant 5 ans. Quoi. Après, je vais pas non plus m'accrocher comme une vieille mouille à son rocher, en fait. C'est pas du tout l'idée. Non, mais c'est tant que tu t'éprouves du plaisir à faire ça. Tant qu'il y a du plaisir, je trouve ça. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans tes fonctions actuelles? Je crois que c'est le relationnel avec les gens, en fait. C'est ça ce qui me plaît. Je crois que voilà, c'est aussi pour l'ego, avoir une jolie boîte d'édition, ça fait plaisir, etc. Et est-ce que quand tu joues à un jeu et que tu dis ça et ça, c'est un bon jeu, t'as toujours le petit frisson. Oui, bien sûr. En fait, je crois que ce que j'aime, c'est le renouvellement. C'est-à-dire chaque jeu une nouvelle aventure avec de nouvelles personnes, etc. Et donc on tombe pas dans la routine. Oui. Et ça, c'est vraiment chouette. Voilà, c'est ça ce qui me plaît, c'est-à-dire que c'est toujours une nouvelle aventure. C'est toujours une nouvelle aventure. J'aime aussi l'aspect risque, c'est parce que j'aime aussi me dire que c'est pas gagné. J'aime aussi me dire que je vais perdre. Donc, voilà. Qui est ce qu'on appelle du challenge. Du challenge et du risque, en fait, parce que si ça marchait tout le temps, ce serait chiant. Ouais, ça serait chiant. Mais comme dans les jeux, si c'est toujours le meilleur qui gagne, c'est chiant parce qu'on sait qui est le meilleur avant de commencer la partie. Être abonné au succès, c'est bien de temps en temps aussi de se prendre un mur, enfin, de se prendre un mur et d'essayer de comprendre en fait pourquoi ça n'a pas marché. La grande frustration que j'ai eue, c'est Profiler. Profiler, expérience de jeu incroyable, jeu très très bien noté sur des sites comme Trick Track, etc., plébiscité par les joueurs. Et c'est un jeu, en fait, je me rappelle, je l'avais sorti en même temps que Twin It à Cannes et la boutique à côté, en fait, vendait beaucoup de Twin It, mais très peu de Profiler, alors que les gens, il y a les parties, les gens riaient, etc. Enfin, c'est exactement ce que je voulais sur un party game. Mais le jeu, c'est pas vendu, en fait. Et essayer de comprendre pourquoi. Alors, on n'a pas compris pourquoi sur celui-là, en l'occurrence. Mais c'est riche d'enseignements, en fait. Ça permet d'essayer de mieux faire ou de la fois suivante. Oui, donc du coup, c'est ça qui crée l'imprévu de la vie aussi. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et puis, de temps en temps, les énormes surprises. Voilà, le succès de Trio. Bon, je le sentais quand même parce que j'ai fait un tirage de 21 000 exemplaires en premier tirage et j'ai jamais fait ça sur aucun jeu. Oui, donc tu avais une prémonition. On avait les indicateurs étaient plutôt verts, en fait. Mais bon, tant que les gens n'ont pas acheté, tu sais pas, quoi. Ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou non, je voulais te remercier pour cette interview bien agréable, en fait, et ta liberté de ton aussi, qui plaît pas à tout le monde, mais je trouve ça bien et riche. Oh merci beaucoup, c'est moi là qui. Merci beaucoup Mathieu, en tout cas, puis merci aussi pour l'accueil. Merci Paul Gara. Et on remercie les auditeurs et les auditrices, mais en fait, ce n'est pas la fin de l'interview. Restez parce qu'il y a une deuxième partie à venir. Ouais, avec quelqu'un qui parle jamais, donc ça c'est bien. Donc j'en suis d'autant plus heureuse qu'elle a accepté de discuter avec moi. Ouais, c'est cool. Salut Mathieu, Salut, merci. Merci.